À chaque début d'année, les bonnes résolutions sont de mise. Et comme l'agenda n'est pas du genre à oublier les traditions, nous allons faire en sorte cette année d'éveiller encore plus votre curiosité en matière d'art. Bienvenue dans ce nouveau numéro qui fait la part belle à la jeunesse. La preuve avec Jacob, 13 ans, nous ferons la connaissance de ce jeune prodige originaire de Lille. Nous irons également à la Condition publique, lieu emblématique de Roubaix. Il faut dire que la ville est en pleine renaissance. On peut même parler de seconde jeunesse et il sera question de street art. Autre domaine, celui du football, avec Charlotte Sailly. Du haut de ses 19 ans, elle en impose aussi bien sur les bancs de la fac que sur le terrain. Voilà le programme et première escale à Saint-Quentin. Vous allez voir que l'apprentissage de la musique classique, ce n'est pas réservé qu'à une certaine élite. Le projet Demos, c'est un dispositif grâce auquel une centaine d'enfants de la région bénéficient d'un enseignement un peu à part. Il y a 6 mois, Salma et Sarah n'avaient jamais touché un instrument de musique. Aujourd'hui, elles font partie du projet Demos, initié par la Philharmonie de Paris, et elles se découvrent de tout nouveaux talents. Sol, ré, sol, do, sol, do, sol, sol, ré. C'est bon sol, sol, do. Attends, tiens-moi ça. Elle n'a pas toutes les notes sur son... Si, elle les a toutes, sauf qu'elle n'a pas le mi, c'est comme mon violon. Elle a le la, mais elle n'a pas le mi. C'est un plaisir, hein. C'est vraiment inestimable, qui découvre quelque chose et s'il l'apprécie, c'est encore plus beau. Ici, au Centre Europe, ainsi que dans les 4 autres centres sociaux de Saint-Quentin, 120 enfants bénéficient depuis septembre d'un enseignement musical de haut niveau. L'objectif de Demos est de permettre à des enfants, pendant 3 ans, d'acquérir une connaissance musicale et la pratique d'un instrument. Alors, nous ne sommes pas du tout une famille de musiciens. On connaît bien sûr tout ce qui est rap, comme tout le monde, quoi. C'est une super opportunité que de connaître d'autres domaines musicaux. Parce que j'ai pas eu le bonheur de connaître ce domaine, justement. Regarde ma main. Regarde ma main. Sans bouger le violon. Voilà, super. C'est bon ? On essaye de rester au plus près possible de la corde en vrai. Hein. On y va. Do, do, do. Maintenant, on décale sur le sol. Sol, sol, sol. On va essayer de partir du corporel, du chant, pour arriver à l'instrument. Les gens porteurs du projet Demos se sont rendus compte que finalement l'apprentissage de l'instrument était favorisé par l'apprentissage du chant. Oui, c'est ça, très bien. Chut. Vas-y. Il faut poser doucement l'archet. Vas-y, ça y est. Super, bravo, super. C'est beaucoup plus joli du coup, hein. D'accord ? Et puis ici, on apprend par imitation. On apprend sans solfège. On apprend des notions musicales assez complexes, mais de façon expérimentale. Donc du coup, ça passe très très bien. Mais tout ça dans une volonté, surtout de partir du naturel. Alors ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Et c'est extrêmement dur ce que tu as fait. Hein. Je ne sais pas si tu te rends compte. Sur le plan scolaire, les enfants Demos s'en sortent avec un plus. Parce qu'ils ont acquis justement cette notion de persévérance et de se dire, eh bien, je vais, pour apprendre quelque chose, je ne dois pas en rester là et je dois poursuivre mes efforts. Do, sol, ré, la. Mais dans la ré, la, il y a une forme de reconnaissance de l'enfant dans les quartiers difficiles. Là, ils vont être reconnus parce qu'ils font un instrument, parce qu'ils sont au sein d'une grande formation, parce qu'ils ont un rôle dedans. Voilà, ça c'est très important. Ça fait partie des critères dont on ne peut pas voir toute la grandeur.
Alors, comment ça s'est passé ce cours? Très bien. Ça s'est très bien passé. Là, j'ai rien à payer, entre guillemets, pour qu'ils commencent cette passion. Mais je pense que si cette passion est ancrée en eux et qu'ils la découvrent et qu'ils la développent, je pense que je ferai tout pour qu'ils la continuent. Pour en savoir encore plus sur le projet Demos, nous avons la chance d'être aujourd'hui avec le directeur de l'ADAMA, l'association pour le développement des activités musicales dans l'Aisne. Jean-Michel Vernèche, bonjour. Bonjour. Le projet Demos existe depuis 2010. C'est un projet d'abord expérimental. Pourquoi l'Aisne a fait partie des premières régions choisies? L'Aisne est entrée dans le processus à la faveur d'une politique, on peut le dire départementale, en faveur de la musique. Et alors pourquoi à Soissons? Eh bien parce qu'il y avait là la mise en œuvre, la construction d'une cité de la musique et de la danse, qui est maintenant ouverte depuis 2 ans, et autour de laquelle il nous semblait important d'associer cette activité de sensibilisation à la musique de jeunes des quartiers de la ville de Soissons. Est-ce que vous savez à quoi est dû le succès de ce dispositif? Sa simplicité est une sorte d'évidence. Le but de Demos, c'est d'aller chercher des enfants qui n'ont pas la possibilité naturellement d'accéder à cet enseignement. Il s'agit de sensibiliser ces enfants, mais par une approche qui n'est pas, comment dirais-je, didactique ni classique. D'ailleurs, le système a évolué, c'est-à-dire que maintenant, les premières semaines se déroulent à travers le chant choral, la danse, et les instruments n'interviennent que plus tardivement. Donc c'est une approche, je dirais, plus sensorielle qu'intellectuelle. Durant 3 ans, les enfants, ils sont à peu près une centaine sur le projet pendant 3 ans. Absolument. Et il faut rappeler d'ailleurs que le projet donc Demos, c'est la constitution d'un orchestre symphonique qui réunit 105 enfants, a priori, qui sont répartis dans 7 ateliers de 15 musiciens. Ce côté enseignement collectif, c'est essentiel? Capital, oui, parce qu'il s'agit de réunir ces enfants, de les mettre dans un contexte de confiance. Et donc, cet orchestre constitue une micro-société, une petite collectivité dans laquelle ils ont, à titre personnel, une responsabilité importante. On leur fait confiance, on leur donne des instruments. Je voudrais dire aussi, on n'en a pas parlé à propos de répertoire, que le choix de l'orchestre symphonique a été fait aussi pour transmettre un patrimoine qui est celui de la musique classique. Et pour aussi aller revendiquer que dans un quartier difficile, on a le droit aussi de jouer du violon, du hautbois ou du violoncelle. 50% des élèves poursuivent et s'inscrivent au conservatoire. On leur offre même leur instrument de musique quand ils s'inscrivent au conservatoire. Et quels critères on demande aux enfants qui vont s'inscrire? C'est de n'avoir jamais fait de musique. Et d'avoir envie d'en faire. Ce qu'on leur demande, c'est finalement de s'engager réellement. Et la confiance aussi qu'on met en eux. Du coup, il y a une estime de soi. Estime de soi, quelquefois une simple reconstruction d'enfants qui sont un peu en déshérence sociale, et on en connaît beaucoup. L'accompagnement est primordial, non seulement l'accompagnement des enfants, mais aussi des familles. Et donc, les travailleurs sociaux, les professionnels de ce secteur sont absolument indispensables aux côtés des artistes et des professeurs des conservatoires qui interviennent dans l'encadrement. Bravo en tout cas pour cette initiative. Merci Jean-Michel Vernèche. Merci à vous. C'est dans l'émission Les Prodiges, diffusée sur France 2, que tout le pays a découvert la voix d'Acob, ce jeune Lillois de 13 ans. Sa vie a-t-elle changé depuis sa victoire? Quels sont ses projets? C'est pas tous les jours qu'on est l'invité de Michel Drucker. Portrait de cette graine de talent. Une fois n'est pas coutume, c'est à Paris que l'on retrouve le jeune prodige lillois. Ça va, je pense un peu à tout ce que je vais dire, à tout ce que je vais présenter, tout ça, mais ça va. C'est sur le canapé rouge de Michel Drucker qu'Acob a rendez-vous avec 3 autres lauréats du concours Prodige. Je suis très content, très heureux de le voir comme ça, parce que cette émission, c'était quand même Charles Aznavour qui était la dernière fois, Pascal Obispo, des grandes personnalités comme ça. Acob, lui, n'a que 13 ans et gagner le concours Prodige,
a bouleversé son quotidien. Je suis en classe à horaire aménagé de musique avec le Conservatoire de Lille. Hier j'étais en cours jusqu'à 18h30. Demain j'ai encore cours. Moi j'ai découvert le chant en classe de CP quand une cantatrice est venue nous voir et à partir de ce moment en fait j'ai commencé à chantonner dans ma tête. Bonjour, je les ai vus passer. Écoute, on suit. Dans les coulisses du fameux studio Gabriel, quelques instants avant son passage télé, Jacob semble très à l'aise. Tu es d'où? De Lille. Lille. Il est né à Lille. À Lillois. À Lillois, c'est bien. Ce qui me stresse un peu, c'est juste le moment où je devrais chanter un petit extrait de mon chant arménien que j'ai chanté dans l'album. Et donc ça me stresse un peu en fait. De toute façon, il est dans culture, il est dans musique. Ça soit chant, direction d'orchestre, violon, il va être dans musique. C'est sa vie en fait. Bon, c'est parti. On va t'avoir. Attends, j'ai flippé. On va être Kavilan, chérie. C'est quoi Ah, c'est pas Noël. Va par là. Tiens, tu viens avec nous, on va se mettre au chaud. C'est pour Michel? Ah, super. Avec Elisa et Melvin, Jacob va présenter au public la sortie de leur album commun. On va juste rester là en attendant l'entrée des ours. Venez vous mettre au chaud, venez vous mettre au chaud. Viens te mettre ici, se mettre au chaud. Non, mettez-vous près de moi. Voilà, comme si on s'aimait. Comme si, hein. On est derrière le mur. J'espère que vous avez passé un bon moment chez nous. C'était merveilleux. C'est bien. Et avec les autres. Allez, vas-y. Vous voulez vous regarder le 24? Merci d'être venu. Grâce au prodige, Jacob a participé à un premier album et des concerts sont prévus toute l'année. Quant à nous, d'ici quelques semaines, nous vous présenterons les candidats de la région au prochain concours prodige. Dans les années 80, on appelait ça des graffitis. Depuis, les techniques ont évolué, les supports et les propositions aussi. Et le street art fait partie aujourd'hui des mouvements artistiques majeurs. La condition publique de Roubaix va retracer les 40 ans de l'art urbain dans l'exposition Street Génération à découvrir au mois d'avril. Et nous, aujourd'hui dans l'agenda, on suit Benjamin Duquesne, un street artiste de la région. Le graffiti qui est très urbain, moi je lui ai donné un petit peu une tête vivante. Voilà, c'était ma volonté de faire vivre ça avec cette considération aussi de la nature qui est une grande source d'inspiration pour moi. Sa signature, c'est Amine. Et son art, on le retrouve un peu partout sur les murs du bassin industriel de Roubaix. J'ai découvert le graffiti en 93 au collège avec un artiste d'un collectif qui s'appelle Super Kids. Le graffiti était déjà né, mais on en entendait peu parler, c'était très underground à l'époque. Actuellement, le graffiti est en train d'écrire une page de la peinture contemporaine. Benjamin bombe ses formes organiques sur les murs d'usines abandonnées. Cela fait 9 ans qu'il vit de son art. La rue est un moyen de toucher tout le monde. Un pauvre, un riche, un étranger, quelqu'un qui parle ta langue ou pas, un réfugié, juste un businessman ou quoi. Peindre en pleine rue, tu es potentiellement capable de toucher tout type de personnes en une fraction de seconde parce que le graffiti c'est plein de couleurs et c'est grand.
Et puis il y a cette attraction, quoi. On crée du relief, sachant ça, étant conscient de ça, c'est un peu une responsabilité de pas aller pourrir le regard des gens, mais plutôt d'apporter un petit truc qui vient booster, encourager quelque chose de positif. Ici, c'est une fresque qui est commandée par la ville de Roubaix. On a fait cette fresque l'année dernière dans le cadre du festival Expérience Urbaine. Donc c'était la première en fait du festival. Et donc tous ensemble, on a choisi de faire ce clin d'œil sur Roubaix, passé industriel, derrière la brique. L'avantage, c'est qu'à Roubaix, on ne manque pas de murs en briques. Un terrain de jeu idéal pour les graffeurs qui désormais sont soutenus par la mairie et les associations locales. C'est une fresque qui a été réalisée en 2016 de manière participative, du coup avec des enfants, leurs parents, des gens de passage, des gens de la métropole, pas forcément des Roubaisiens. Il y a une partie de ce mur dans l'angle derrière qui était une espèce de décharge sauvage en fait, et la mairie avait beaucoup de mal à cadrer ça. Voilà, intervenir dans un quartier, c'est changer, modifier des choses, travailler avec les gens, partager un regard et le modifier un petit peu, d'encourager les gens à un mieux-être tous ensemble. Et ça, c'est important pour moi. Pour la ville de Roubaix, cet art à la portée de tous est un bel atout. Et l'Office du tourisme organise déjà des visites guidées par les artistes eux-mêmes. De son côté, la Condition publique prépare une grande rétrospective à partir de la fin du mois de mars. Nous avons rejoint Jean-Christophe Levasseur à la Condition publique à Roubaix. Jean-Christophe, bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau directeur de cet établissement. Depuis 1 an, tout à fait. Oui. Merci de nous accueillir ici dans un lieu quand même chargé d'histoire. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qu'il y avait avant ici ? C'était une condition publique. C'était un lieu très important dans l'industrie textile puisque c'était les entrepôts où transitait la matière première pour l'industrie textile. Donc c'était un lieu de conditionnement, d'où le nom condition, et c'était géré par la puissance publique, d'où le nom public. Il y avait des conditions privées et des conditions publiques. Et c'est devenu aujourd'hui un espace culturel. Du coup, c'est un bel exemple quand même qui prouve que la ville a une réelle envie de renaître artistiquement parlant. C'est dû à quoi d'après vous ? C'est dû à une ville qui est chargée d'histoire, de diversité, avec des gens qui sont venus du monde entier. Enfin, moi, je trouve qu'il y a un chiffre assez fascinant sur Roubaix, c'est de penser qu'en 1805, il y avait 5000 habitants à Roubaix, et qu'en 1905, il y en avait 130 000. Donc c'est un peu la ville du Far West ici, où tous les gens sont venus de partout pour la construire. Et c'est cette diversité, cette richesse, et aujourd'hui aussi la jeunesse de la ville, qui fait que c'est une ville qui peut être extrêmement dynamique sur le plan culturel, s'investir, rebondir par ce biais. Et justement, à la Condition publique, qu'est-ce qu'on peut venir y trouver ? À la Condition publique, on a envie que ce soit 3 choses. Déjà, on veut que ce soit un lieu où les gens travaillent. Donc il y a des bureaux qui sont occupés par un certain nombre de structures indépendantes, des structures culturelles, des associations, des designers, une photographe qui a son studio ici. On cherche aussi à assumer pleinement le fait d'être un lieu ouvert sur le quartier. On est un lieu avec un patrimoine exceptionnel. Les gens ont envie de rentrer, de voir ce qui s'y passe. Mais pour ça, il faut se mettre en condition d'accueillir les gens. Et c'est ce qu'on veut faire dans cette verrière. C'est ce qu'on veut faire aussi avec un marché hebdomadaire qui a lieu d'ailleurs ce soir. Et enfin, c'est un lieu qui a la possibilité d'accueillir des projets d'envergure sur le plan culturel, des grands concerts, des spectacles et puis des expositions de tout temps. Justement, parlons d'exposition, puisque bientôt il y aura Street Génération, 40 ans d'art urbain. Du coup, j'imagine que des œuvres d'artistes mondiaux vont être exposées, vont pouvoir être découvertes ou redécouvertes pour le public, mais aussi des artistes locaux. Est-ce que Roubaix, c'est une ville qu'on peut désigner de street art ? Oui, c'est une ville où, par la crise qu'elle a connue, il y a beaucoup de délaissés urbains, d'espaces d'expression un peu libres et dont on doit s'emparer. Je pense qu'en France, c'est une des scènes les plus importantes. Et pour éveiller notre curiosité, est-ce que vous pouvez nous parler du programme, de la saison de la Condition publique cette année ? En fait, on va avoir... à partir du moment où l'exposition démarre, des week-ends qui vont explorer plein de disciplines différentes. On va aller regarder du côté de la culture du vélo, avec un week-end juste en même temps que le Paris-Roubaix. On va avoir des soirées électro, des soirées musicales qui permettent de faire la fête assez tard. Voilà. Et puis il y a toujours ce rendez-vous tous les ans, qui est le festival Pile au rendez-vous. On essaye de faire en sorte que ce soit en fait un festival complètement co-organisé avec les habitants. C'est-à-dire que là, on a des comités de travail qui toute
l'année se réunissent pour voir comment ça va se dérouler, quels espaces dans le quartier, parce que ça ne se passe pas que à la condition publique, mais dans tout le quartier. Pour nous, c'est très important, à cette occasion-là, de pouvoir associer le plus grand nombre d'acteurs du quartier pour leur faire sentir comment est-ce que nous, on travaille, et en même temps, leur donner l'occasion de faire le festival dont ils ont envie avec nous. Et ce sera quand, ce festival ? Le festival, c'est tout début juillet, ce sera le deuxième week-end de juillet, 7, 8, 9. On le note sur l'agenda. Voilà. Merci Jean-Christophe. Merci. Allez, on y va là les filles. Ouais, c'est ça. Allez, un petit peu plus d'entrain. On y va. Source d'inspiration pour des millions de jeunes, le football, ce n'est pas qu'une histoire de ballon, c'est d'abord une culture et c'est aussi une passion, celle de Charlotte, attaquante dans la section féminine du LOSC Lille. Non, allez, c'est bon ça. En plus de marquer des buts, elle est étudiante en première année de sociologie. Bref, une sacrée nana qu'il nous fallait absolument rencontrer. Allez, ouais, c'est bien ça les filles, on y va. Charlotte a 19 ans. Elle est étudiante en sociologie, mais c'est aussi une grande sportive. Depuis 1 an et demi, elle porte le maillot du LOSC. En fait, le football, c'est venu tout simplement dans les cours de récré avec mes amis et surtout grâce à mon frère. En fait, je le voyais dehors avec ses copains jouer et moi j'avais envie de le rejoindre. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire et je pratiquais en fait de la danse, mais j'étais vraiment pas dans mon élément et tout ce que je voulais faire, c'est d'aller taper le ballon et me défouler dehors avec mes amis et mon frère. Ma famille déjà, quand j'ai voulu dire que je voulais faire du foot, ma mère m'a juste dit mais non, le foot c'est pour les garçons. En fait, par la suite, elle m'a totalement suivie partout et mon père c'est pareil. Et je pense que c'est l'un de mes supporters préférés, même si à ma famille c'est lui le premier qui vient et qui me suit partout, donc je suis fière de ça. Bisous, bon entraînement. Oui, merci à toi. En 2015, le LOSC a créé une équipe féminine que Charlotte a tout de suite intégrée. Elle a donc accès à un entraînement de niveau professionnel, mais contrairement à ses homologues masculins, il n'est pas encore possible de vivre de son sport. Tout ce qui est frais, en fait, les frais d'essence pour aller aux entraînements, ils sont couverts par le club. Après, voilà, pour me payer une petite voiture, j'ai dû travailler un peu cet été. Donc j'ai été à l'usine et c'était une bonne expérience. En France, le budget alloué aux filles de D2 est 150 fois inférieur à celui des garçons. Mais peu importe, c'est la passion du football qui cramponne ces filles au terrain, au rythme de 4 entraînements et 1 match par semaine. C'est vraiment une famille en fait, je vais plus raconter mes secrets aux filles du foot parce que voilà, on se voit tous les jours. Dès qu'on n'a pas entraînement, on essaye de se voir hors du foot, donc manger ensemble. Vraiment, mes amis du foot, c'est vraiment mes amis de la vie de tous les jours. Et sans elles, bah, voilà, je serais pas toute seule, mais je veux dire, c'est vraiment basé autour d'elles. C'est compliqué, je dirais rien que l'adaptation des horaires d'entraînement, on préférerait s'entraîner à 4h de l'après-midi, mais c'est compliqué, mais ça fait partie du foot féminin. Il faut savoir que c'est des filles qui font énormément d'efforts, des fois elles arrivent habillées à 7h30 pour commencer en sortant de la fac, en sortant du boulot. Donc ça, on a beaucoup de respect par rapport à ça. En règle générale, très peu de clubs peuvent avoir leurs filles à disposition à 100% pour l'instant, même si ça commence à se développer progressivement. Stop! Avec moi pour ce week-end. Donc les gardiennes de but, donc Flo et Céline. Les milieux de terrain, Charlotte, Silke, Caro, Rachel, Leïla et Ludivine. Les matchs, c'est le dimanche et ils sont gratuits pour tous les spectateurs. Autant d'occasions d'aller voir jouer le LOSC en famille
et d'encourager de vrais passionnés du ballon rond. Sans plus attendre, voici l'agenda. Et avec toutes les manifestations culturelles organisées dans la région, vous n'aurez que l'embarras du choix ce mois-ci. Première date à retenir, le 7 février. Après le formidable succès de Bharati, Il était une fois l'Inde, ne ratez pas cette nouvelle invitation au pays du Gange et des saris colorés. Bharati 2 dans le Palais des Illusions, c'est au Zénith Arena de Lille. L'Utopie de Thomas More fête cette année les 500 ans de sa publication. L'occasion d'aller faire un tour du côté de Dunkerque à la Halle au Sucre pour découvrir l'exposition temporaire Ville réelle, ville rêvée. Et ne ratez pas non plus Tony Cello au festival Anthrasique. C'est l'histoire d'un homme seul sur scène, enfin seul avec son violoncelle, et avec son allure à la Buster Keaton, il revisitera chanteurs et chanteuses d'autrefois. Barbara, Brassens, Bobby Lapointe, ça se passe à Lille à l'Entre-deux le 10 février. Ah monsieur, répond la petite dame. Et on n'oublie pas les plus jeunes d'entre nous. Bisbee, c'est un joli conte sur la différence et l'acceptation de l'autre. C'est aussi les petites histoires de fripouilles et canailles, deux voisines qui se chamaillent. Et c'est à découvrir au Palais des Beaux-Arts de Lille. Voilà, l'agenda, c'est fini. On se retrouve le mois prochain. Et en attendant, restez jeunes. Car d'après Picasso, chaque enfant est un artiste. Le problème, c'est de rester un artiste lorsqu'on grandit. C'était l'agenda avec le Crédit Mutuel Nord Europe.